Une année de sécheresse record a brisé les réserves d'eau du Burkina Faso et laissé des centaines de milliers d'hectares sans vie. Mais un contraste saisissant apparaît quand on découvre qu'un pays réputé fragile a, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, bâti en un temps étonnamment court un système hydrique que personne n'attendait. Comment une nation, longtemps considérée comme vulnérable, a-t-elle pu retourner un pronostic aussi sombre et modifier sa trajectoire collective? Ce changement fulgurant ouvre désormais une perspective inattendue pour toute la région. Ce récit propose d'expliquer avec précision et sans embellissement comment un pays frappé par la pire sécheresse en 40 ans a pu reconstruire son rapport à l'eau grâce à une stratégie entièrement conçue et s'exécuter avec des moyens internes. L'enjeu central pour vous lecteurs est simple: comprendre comment une décision souveraine peut transformer un territoire entier et ce que cela implique pour l'avenir hydrique du Sahel. Ce qui rend cette histoire déterminante, c'est qu'elle ne repose pas seulement sur un changement technique, mais sur une bascule politique qui a redéfini la manière dont le Burkina Faso envisage son développement. Les infrastructures hydrauliques créées dans l'urgence ne sont que la surface visible d'un choix plus profond, celui de rompre avec la dépendance extérieure et d'assumer un modèle d'autonomie exigeant. Et voici le micro-hook. Si les premiers résultats semblent spectaculaires, ils ne racontent qu'une partie du basculement, car les conséquences, positives ou fragiles, s'étendent bien au-delà des chiffres annoncés. Dans les sections suivantes, vous verrez comment cette transformation s'est construite étape par étape, et surtout, pourquoi elle constitue un test décisif pour la résilience future du pays. La première révélation est brutale. 2023 a été enregistrée comme l'année la plus sèche depuis 40 ans, un seuil critique qui a mis à nu la vulnérabilité structurelle du Burkina Faso. La seconde est tout aussi saisissante. En seulement 48 heures, une mobilisation nationale d'une ampleur inédite a été déclenchée pour bâtir les fondations d'un système hydraulique entièrement repensé. Ce double constat ouvre la porte à une compréhension plus fine des événements. Quand les rivières se réduisent à des lits de poussière, que les sols se fissurent et que les récoltes disparaissent, un pays n'a plus le luxe de tergiverser. Les régions rurales, déjà fragilisées par des décennies de pression climatique, se sont retrouvées face à une pénurie d'eau potable qui touchait des milliers de familles. À ce moment précis, la question n'était plus simplement de survivre à une saison difficile. Il s'agissait d'éviter un effondrement territorial. C'est dans cet environnement étouffant qu'Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait devenir un point de bascule. Contrairement au réflexe historique, il a refusé d'attendre une aide extérieure qui, dans le passé, arrivait souvent trop tard ou dans des conditions contraignantes. Au lieu de cela, il a enclenché un projet massif articulé autour de 300 réservoirs et de 2000 km de canaux, avec une logique centrale: tout construire avec des forces locales, sans dépendre de compétences importées. Cette orientation n'était pas un geste symbolique, mais un choix stratégique visant à ancrer durablement l'expertise au sein du pays. L'annonce du projet Blue Shield 2025 a alors agi comme un catalyseur. En quelques jours, des équipes d'ingénieurs, d'ouvriers et de militaires ont été redéployées à travers 18 provinces pour lancer la construction simultanée d'infrastructures hydrauliques capables d'irriguer des zones agricoles abandonnées et de stabiliser l'accès à l'eau pour des millions d'habitants. La population, longtemps habituée à composer avec le manque, a vu s'ouvrir la perspective d'une transformation systémique. Ce contexte n'est pas seulement celui d'une crise extrême, c'est celui d'une rupture méthodique, où l'urgence climatique s'est heurtée à une volonté politique déterminée à rompre avec la dépendance. Pour comprendre l'ampleur de la transformation, il faut suivre ceux qui ont été projetés en première ligne dès les premiers jours. Les ingénieurs, les équipes de terrain et les communautés rurales qui ont vu leur quotidien basculer presque instantanément. Leur rôle n'a pas été secondaire. Il a constitué l'ossature concrète du projet. Parmi eux, un groupe d'ingénieurs hydrauliques mobilisés dans la province du Centre-Est décrit un basculement net. Là où les relevés montraient auparavant des nappes phréatiques effondrées, les premiers réservoirs en construction
ont permis de stabiliser le niveau d'eau en quelques semaines. Ce n'était pas encore une solution totale, mais un signal tangible qu'un renversement restait possible. Dans une autre zone, du côté du plateau central, les ouvriers chargés de creuser les canaux ont rapporté une modification immédiate du paysage social. Les villages autrefois dépendants de points d'eau à champ, informels, voyaient apparaître des chantiers structurés avec des équipes en rotation continue. Cela a créé deux effets simultanés: une réduction du temps passé à chercher de l'eau et une nouvelle dynamique économique, née de l'afflux temporaire de main-d'œuvre et de services annexes. Ces deux cas illustrent la même logique. Le projet n'a pas attendu ses premiers résultats pour générer des impacts mesurables. L'effet multiplicateur s'est déclenché dès les premières tranchées, dès les premiers mètres de canaux. Les communautés ont commencé à réorganiser leurs activités agricoles, adaptant les semences, les horaires de travail et les pratiques de stockage en anticipation d'un approvisionnement en eau plus stable. À ce stade précoce, une vérité simple s'impose: les infrastructures en construction n'étaient pas seulement des solutions techniques, mais des points d'ancrage autour desquels se réinventait l'organisation rurale, économique et sociale du pays. Le déclencheur survient en août 2023, lorsqu'un enchaînement de rapports hydrométéorologiques confirme que les nappes phréatiques viennent d'atteindre leur niveau le plus bas depuis 4 décennies. Les rivières se réduisent à des couloirs poussiéreux. Les réserves villageoises se vident les unes après les autres. La pression devient intenable. Les autorités locales signalent un risque imminent d'effondrement agricole. Les migrations internes augmentent en quelques semaines. Le pays approche d'un point de non-retour. C'est dans cette atmosphère saturée de menaces que la décision politique majeure est prise. L'état d'urgence hydrique est déclaré, ouvrant la voie à une mobilisation instantanée. À peine cette déclaration annoncée, Ibrahim Traoré active le dispositif national. Les ministères techniques et techniques réorganisent leurs équipes. Les gouvernorats reçoivent des directives opérationnelles. Les forces armées sont redéployées vers les zones les plus critiques. Puis se produit le moment déterminant: la convocation de 40 000 techniciens, ouvriers et militaires. Cette masse de main-d'œuvre devient l'outil central d'un basculement accéléré. En moins de 48 heures, les premiers chantiers surgissent simultanément dans 18 provinces. Les axes d'irrigation sont tracés. Les zones de stockage sont balisées. Les stations de pompage mobiles sont déployées dans les villages où l'eau a disparu. Le climax se forme rapidement. Les premiers réservoirs prennent forme dans un temps record. Leur capacité, entre 8 et 22 millions de mètres cubes, transforme instantanément l'ampleur du projet. Les canaux avancent sur des kilomètres chaque jour. Le bruit des machines, inédit dans certaines zones rurales, modifie la perception du territoire. Là où la sécheresse imposait un silence lourd, le bruit des excavateurs et des pompes installe une nouvelle normalité. Les communautés assistent à un phénomène inhabituel: la construction simultanée de centaines d'infrastructures, toutes coordonnées sans l'aide d'entreprises étrangères. La synchronisation est rigoureuse. Les équipes tournent jour et nuit. Les provinces, autrefois isolées dans leurs difficultés hydriques, s'intègrent soudain dans une architecture hydraulique nationale. Les impacts immédiats suivent cette montée en puissance. Les premiers canaux actifs amènent de l'eau dans des zones où les cultures avaient été abandonnées. Les agriculteurs recommencent à irriguer des surfaces limitées, mais suffisantes pour stabiliser les récoltes essentielles. Cela atténue l'effondrement redouté. La circulation interne change aussi: moins de déplacements forcés, davantage de circulation logistique. Les marchés ruraux retrouvent une activité progressive. Les femmes, souvent responsables de la collecte d'eau, voient leur charge diminuer dès les premières semaines, car les points d'alimentation deviennent accessibles. Puis vient la rémanence, ces effets qui persistent au-delà de l'urgence. Les, les premières structures achevées deviennent des pôles d'organisation communautaire. Les comités locaux sont formés pour surveiller et entretenir les réservoirs. Les villages commencent à adapter leurs systèmes agricoles à un paysage hydrique plus stable. Les semences à cycle long redeviennent envisageables.
Le pays passe d'un état de survie à un début de planification. Le projet Blue Shield 2025, encore en phase initiale, installe ainsi une dynamique durable qui dépasse la seule réaction à la crise. Ce fil d'événements révèle une vérité centrale. Lorsque le déclencheur climatique a menacé l'existence même du système agricole, la combinaison entre décisions politiques rapides et exécution locale massive a permis de transformer une menace structurelle en une opportunité de reconstruction radicale. Le point de départ, la baseline, est limpide. Avant l'intervention directe d'Ibrahim Traoré, l'accès à l'eau reposait presque entièrement sur des ressources naturelles irrégulières, largement insuffisantes face à une sécheresse classée comme la plus sévère en 40 ans. Cette donnée, plus qu'un simple indicateur climatique, révélait une défaillance structurelle. Sans une source autonome, la sécurité hydrique restait exposée à chaque variation saisonnière. La baseline, ici, n'était pas uniquement matérielle. Elle incarnait une fragilité nationale enracinée dans des décennies de dépendance à la pluie et à l'aide extérieure. La transition vers la phase delta commence lorsque le projet Blue Shield 2025 déploie ses premières infrastructures. Le premier indicateur significatif apparaît dès la mise en service de 91% du système en janvier 2025. Cette valeur, obtenue en moins de 2 ans, signale une accélération inhabituelle pour un pays aux capacités techniques limitées. Chaque pourcentage opérationnel supplémentaire représentait un changement visible. Davantage de zones irriguées, plus de foyers connectés aux canaux et surtout une réduction progressive des points de rupture hydrique. Cette progression rapide témoigne de l'efficacité d'une stratégie entièrement ancrée dans les moyens internes du pays. Le second indicateur concerne la capacité agricole restaurée. 5 millions d'hectares sont désormais irrigués toute l'année. Ce chiffre traduit une transformation à large échelle. Là où l'agriculture dépendait autrefois d'une seule saison de pluie, la disponibilité des eaux continues permet d'assurer 2 cycles culturaux, stabilisant les récoltes et rétablissant une forme de sécurité alimentaire. Chaque hectare irrigué symbolise une diminution du risque d'effondrement agricole. L'augmentation de la production agricole, estimée par diverses sources à une amélioration notable, découle directement de la présence de ces infrastructures hydriques permanentes. Le troisième indicateur correspond à la baisse de 32% des migrations internes liées au manque d'eau. Cette diminution illustre un effet humain essentiel. Lorsque les ressources deviennent accessibles localement, les déplacements forcés cessent. Cette stabilisation démographique possède des répercussions immédiates. Les familles ne sont plus contraintes d'abandonner leurs terres à la saison sèche. Les communautés rurales retrouvent un ancrage territorial durable. La réduction des flux migratoires limite aussi la pression sur les zones urbaines déjà saturées. Ce pourcentage n'est donc pas un simple résultat. Il représente une reconfiguration sociale profonde. En reliant la baseline à cette triple delta, performance des infrastructures, restauration agricole, stabilisation démographique, on observe une redéfinition du rapport du pays à l'eau. L'impact quantitatif dépasse le cadre strict des statistiques. Chaque amélioration mesurée correspond à une redistribution concrète du temps, de la charge physique et de la capacité productive des communautés. Les femmes, souvent en première ligne de la collecte d'eau Sakazo, gagnent des heures précieuses chaque jour. Les agriculteurs, autrefois dépendants de pluies capricieuses, peuvent adapter leurs récoltes à un calendrier régulier. Les enfants, libérés de longues marches quotidiennes, accèdent plus régulièrement à l'école. Cette section quantitative confirme une évidence. En articulant une politique de souveraineté hydrique avec une exécution coordonnée, Ibrahim Traoré a transformé les indicateurs de pénurie en levier de résilience, dessinant une trajectoire où chaque chiffre matérialise un déplacement réel dans la vie des habitants. La première thèse, défendue par plusieurs analystes prudents, affirme que le système hydrique récemment construit repose sur un équilibre fragile. Selon eux, même avec des réservoirs massifs et un réseau de 2000 km de canaux, une infrastructure de cette échelle resterait vulnérable aux imprévus climatiques. Ils avancent que la dépendance à des technologies locales
bien que porteuse d'autonomie, pourraient devenir un handicap si des réparations complexes deviennent nécessaires. Leur inquiétude se concentre sur la durée. Un système fonctionnant aujourd'hui ne garantit pas sa stabilité dans 5 ou 10 ans, surtout dans un contexte où les saisons extrêmes gagnent en intensité. La seconde thèse, d'une tonalité différente, met en avant la question de la répartition. Pour ces critiques, le risque majeur ne résiderait pas dans l'ingénierie elle-même, mais dans la gestion sociale du bien hydrique. Ils craignent que la disponibilité accrue d'eau entraîne des tensions nouvelles, notamment dans les zones densément peuplées où la demande croît plus vite que l'offre. Une ressource précieuse, même abondante, peut devenir source de conflits si elle n'est pas distribuée équitablement ou si certains territoires se sentent marginalisés dans la logique de priorité. La réponse solide à ces deux positions ne consiste pas à les nier, mais à les examiner à la lumière des données observées durant les premiers mois du projet. Les faits montrent que l'infrastructure n'a pas seulement été construite rapidement, elle a été accompagnée d'une implication communautaire rare. Les équipes locales ont participé à chaque étape depuis le creusement des canaux jusqu'à la gestion des stations de pompage solaire. Cette participation a un effet mesurable. Elle réduit le risque que le système devienne opaque, fragile ou dépendant d'interventions extérieures. Parallèlement, les résultats tangibles: baisse de 32% de la migration interne, amélioration notable de l'accès à l'eau potable, reprise de zones agricoles auparavant abandonnées, indiquent que la demande accrue n'a pas créé les tensions anticipées, mais plutôt un rééquilibrage territorial. Ainsi, le cœur du Stillman n'oppose pas un succès à une critique. Il montre que les inquiétudes sont légitimes, mais que les éléments du terrain attestent d'un modèle qui a déjà commencé à absorber ces risques grâce à une combinaison de mobilisation locale, d'infrastructures adaptées et de retombées immédiatement visibles. L'équilibre bascule ici. Une fois la phase initiale stabilisée, un changement moins visible mais déterminant s'est produit. Les infrastructures hydrauliques ont commencé à fonctionner non plus comme des réponses d'urgence, mais comme un véritable système intégré, révélant un second étage de transformation. Ce passage, souvent ignoré dans les récits rapides, marque pourtant le moment où les effets du projet Blue Shield 2025 cessent d'être linéaires pour devenir cumulatifs. Le pivot survient lorsque les stations de pompage hybrides installées en parallèle des canaux principaux démontrent leur capacité à maintenir un débit constant même lors des coupures électriques saisonnières. Cette stabilité transforme la dynamique agricole. Les semences à cycle long redeviennent envisageables, les exploitants réorganisent leur calendrier de culture et les marchés ruraux anticipent déjà une offre plus régulière. Dans plusieurs provinces, des coopératives locales ont commencé à mutualiser leurs ressources pour étendre les surfaces irriguées, créant une logique de corridors agricoles autonomes. C'est également à ce stade que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît comme repère politique, non pas par un geste spectaculaire, mais par la continuité du cap souverain initié dès l'état d'urgence hydrique. Son rôle sert ici de charnière. Il maintient la cohérence du projet tout en laissant l'exécution entièrement aux équipes locales. Le midpoint révèle donc un fait essentiel. La transformation n'est plus simplement visible, elle devient structurelle. L'impact réel du projet Blue Shield 2025 se révèle pleinement à ce stade lorsque les effets structurels décrits au midpoint commencent à se matérialiser dans le quotidien des familles, des exploitants et des territoires. La transition n'est plus théorique, elle s'observe, se mesure, se ressent. Les retombées se répartissent en quatre axes distincts: nation, nourriture; NN, développement, économie; DN, niveau de vie à population, ND; et QVUC, région, KV. Chacun apportant une perspective concrète sur l'ampleur du basculement initié sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Dans le premier groupe, l'effet le plus marquant demeure la stabilisation de la production. Là où une seule récolte annuelle dépendait autrefois de pluies capricieuses, les surfaces irriguées assurent désormais deux cycles culturaux. Les céréales essentielles, maïs, riz, sorgho, reprennent une dynamique régulière.
Les agriculteurs ne travaillent plus dans la crainte permanente de perdre leur saison. Ils réintroduisent des variétés plus exigeantes, mais plus productives, rendues possibles par l'approvisionnement continu en eau. Cette progression confère au pays une marge d'autonomie nouvelle. Les importations alimentaires, qui grevaient lourdement les finances publiques, commencent à diminuer. Ce mouvement n'est pas encore total, mais il marque une rupture symbolique. La sécurité alimentaire n'est plus un horizon lointain, mais un objectif en consolidation. Le second groupe illustre un effet moins visible mais décisif. L'économie rurale redémarre. Avec des réserves d'eau stables, les marchés locaux fonctionnent toute l'année. Les prix des denrées cessent de fluctuer au rythme des pénuries. Des coopératives émergent autour des canaux principaux. Elles structurent l'offre, organisent le transport et soutiennent les petits producteurs. Cette nouvelle dynamique retient la valeur ajoutée dans les villages, un phénomène rare dans les zones longtemps marquées par l'exode économique. Les zones autrefois marginalisées deviennent attractives pour les petits commerces, les transporteurs et même les centres de collecte régionaux. Le projet, lancé pour répondre à une crise hydrique, se transforme progressivement en une matrice économique. Dans le troisième groupe, les changements touchent directement le quotidien. La disponibilité de eau potable réduit les longues marches, surtout pour les femmes, et libère du temps pour d'autres activités productives ou éducatives. Les maladies hydriques diminuent de manière notable grâce au système de filtration solaire intégré aux principaux réservoirs. Les écoles bénéficient également d'un accès plus fiable, ce qui limite les interruptions et améliore l'assiduité. Les familles ne sont plus contraintes de migrer, ce qui permet une continuité scolaire et un ancrage communautaire. Le recul de 32% des migrations internes constitue ici une preuve majeure. La stabilité hydrique devient stabilité sociale. Le quatrième groupe étend l'analyse au-delà du territoire national. Les pays voisins observent attentivement l'évolution du modèle burkinabé. Le Mali, le Niger ou encore le Tchad étudient la faisabilité de stratégies similaires. La souveraineté hydrique portée par Ibrahim Traoré acquiert alors une dimension régionale. Elle offre un précédent africain de résilience sans dépendance extérieure. Ce repositionnement change la perception du Burkina Faso sur la scène sahélienne. Il n'est plus un pays en crise permanente, mais une référence possible pour une gestion autonome des ressources. À l'issue de cette section, le payoff du midpoint devient clair. Ce qui avait commencé comme un renfort d'urgence se révèle être une restructuration profonde, consolidant un modèle capable d'inspirer toute une région. Les 6 à 12 prochains mois constituent une zone charnière pour le Burkina Faso. La phase d'installation est désormais derrière le pays. Ce qui vient maintenant déterminera si l'élan acquis se consolide, s'étend ou se fragilise. Pour y voir clair, trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune reposant sur des variables observables. La stabilité climatique, la capacité d'entretien et la cohésion communautaire autour du système hydrique. Dans l'hypothèse la plus raisonnable, le pays maintient un rythme soutenu d'entretien des réservoirs et des canaux. Les comités locaux, déjà actifs dans plusieurs provinces, continuent de contrôler les débits et de coordonner les réparations mineures. Les récoltes restent stables, appuyées par 2 cycles culturaux par an. Les marchés ruraux fonctionnent sur une cadence prévisible, ce qui limite les fluctuations de prix. Cette trajectoire n'amplifie pas les gains de manière spectaculaire, mais elle solidifie les acquis obtenus durant les premiers mois du projet. Le pays continue d'avancer méthodiquement, sans rupture. Dans la variante la plus favorable, l'infrastructure hydrique devient non seulement stable, mais aussi extensible. Les nouvelles coopératives agricoles développent des parcelles expérimentales autour des corridors irrigués. Les provinces frontalières, mieux alimentées en eau, s'intègrent à des circuits commerciaux régionaux. Des pays voisins étudient la possibilité de partager des données ou d'harmoniser certaines pratiques de gestion de l'eau. L'économie rurale bénéficie alors d'un effet d'entraînement. L'emploi augmente, les surfaces cultivées s'élargissent et des filières semi-industrielles apparaissent autour du maïs, du riz ou des légumes à cycle court.
Cette option élargit les bénéfices du projet au-delà du cadre national. Dans la projection la plus fragile, plusieurs facteurs convergent négativement. Les épisodes climatiques extrêmes s'intensifient, saturant les réservoirs ou asséchant des segments entiers de canaux. Les équipes d'entretien peinent à suivre le rythme des réparations. Les communautés, confrontées à des pénuries localisées, voient réapparaître des tensions sociales. Les migrations saisonnières reprennent, affaiblissant les gains de stabilité acquis récemment. Dans ce cas, le pays ne perd pas tout, mais se retrouve dans un cycle permanent de réparation plutôt que d'expansion. Recommandation de pensée. Lire les tendances avant les chiffres. Face à ces trois trajectoires, une approche analytique s'impose. Plutôt que de se focaliser sur les prévisions chiffrées, il faut surveiller les signaux précoces, qualité de l'entretien local, constance du débit dans les provinces sensibles, émergence ou non de tensions sur l'eau. Ce sont ces indicateurs, plus que les projections théoriques, qui révéleront la direction réelle du projet dans l'année à venir. Les transformations hydriques du Burkina Faso ne se limitent pas aux infrastructures, elles résonnent profondément dans les perceptions collectives, tant à l'intérieur du pays que dans l'ensemble du Sahel. Chaque groupe social reçoit cette métamorphose avec un prisme distinct, révélant l'ampleur symbolique du projet Blue Shield 2025. Les citoyens du Sahel perçoivent d'abord une restauration de dignité. Après des décennies marquées par la dépendance structurelle à l'aide extérieure, le fait de voir un pays voisin bâtir seul un système hydrique fonctionnel modifie les attentes régionales. Les, fa- les familles vivant dans des contextes complexes similaires y voient la preuve que les solutions locales peuvent produire des résultats tangibles. Leur intérêt ne se limite pas à locaux. Il touche à la possibilité d'un modèle plus souverain, applicable dans des environnements souvent ignorés par les grandes institutions internationales. La diaspora, quant à elle, observe cette évolution avec une attention particulière. Son attachement au pays se nourrit d'une nouvelle narration, celle d'un territoire qui rompt avec son image de vulnérabilité permanente. Les réseaux communautaires, très actifs en Europe et en Afrique centrale, relaient régulièrement des analyses, des témoignages et des retours de terrain. Il contribue à diffuser une couche supplémentaire de crédibilité internationale au projet. Pour beaucoup, cette dynamique redonne un sens à l'idée de contribuer, que ce soit par l'investissement, l'expertise ou la mise en relation avec des initiatives africaines parallèles. Les jeunes ressortent comme le groupe le plus impacté symboliquement. Ils voient dans le projet non seulement une amélioration de leur cadre de vie, mais une rupture narrative. Un pays peut décider de sortir de la logique d'attente pour entrer dans celle de la création. Cette transformation influence leurs aspirations. Elle renforce l'idée d'un avenir où l'innovation locale, même dans un contexte de ressources limitées, peut devenir un moteur crédible de changement social. L'ensemble de ces résonances montre que le projet dépasse la gestion de l'eau. Il redéfinit la place du pays et la confiance de ceux qui gravitent autour de lui. La pérennité du système hydrique dépend désormais d'une feuille de route claire, articulée autour d'actions réalisables et mesurables. L'objectif n'est pas seulement de maintenir les acquis du projet Blue Shield 2025, mais d'assurer que la dynamique enclenchée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré devienne un cadre durable pour les décennies à venir. Un premier axe prioritaire consiste à instituer un programme d'entretien cyclique des infrastructures. Les réservoirs, canaux et stations de pompage doivent être inspectés selon un calendrier stable, avec des équipes locales formées pour diagnostiquer les pannes et gérer les réparations mineures. Cette étape garantit la continuité du débit et prévient les défaillances coûteuses. Un second chantier vise à renforcer la gouvernance de la distribution de l'eau. Les comités communautaires, déjà en place dans plusieurs provinces, peuvent évoluer vers des cellules de suivi capables de signaler les déséquilibres, d'anticiper les tensions locales et de proposer des ajustements. Leur rôle contribue directement à éviter les disparités régionales. Un troisième volet concerne l'intégration de technologies sobres. Les systèmes d'irrigation à faible consommation, l'extension des filtres solaires
et la mise en place de capteurs simplifiés permettent un usage plus rationnel de l'eau. Ces solutions peu coûteuses renforcent l'autonomie du dispositif et limitent la pression sur les réservoirs en période critique. Un quatrième mouvement peut consolider l'adaptation climatique. Les données météorologiques, croisées avec l'état des nappes et des canaux, offrent une base fiable pour planifier les cultures, orienter les stocks et ajuster la consommation. Cette coordination crée un tampon essentiel contre les aléas hydriques. Un cinquième pilier repose sur la formation continue. Les techniciens, agriculteurs et gestionnaires locaux doivent accéder à des modules de perfectionnement afin de maintenir un niveau de compétence homogène dans tout le pays. Cette montée en expertise garantit que les infrastructures demeurent une ressource maîtrisée et non une dépendance technique. Ces actions structurées tracent une voie réaliste. Préserver l'élan, stabiliser le système et renforcer son autonomie. Les premiers chantiers décrits dans la province du Centre-Est, ceux où les ingénieurs observaient les nappes remonter lentement sous leurs yeux, servent ici de fil conducteur. Ces scènes, modestes mais décisives, illustrent mieux que tout discours la renaissance progressive d'un pays qui refusait d'abandonner son avenir. Les tranchées ouvertes, les rotations d'équipes et les premiers mètres de canaux ont formé la toile de fond d'un effort collectif devenu, au fil des mois, un symbole bien plus large que la simple construction d'infrastructures. À mesure que le réseau s'étendait, une idée prenait racine, la possibilité réelle d'un territoire capable de se reconstruire par lui-même. Ibrahim Traoré a endossé le rôle de repère, non par la mise en avant d'une figure solitaire, mais en maintenant le cap politique qui a permis à ces communautés d'agir avec confiance. La cohérence qu'il a imposée a transformé des milliers de gestes locaux en un mouvement national. La force émotionnelle du projet réside dans cette convergence. Les paysages autrefois marqués par la sécheresse témoignent désormais d'une volonté partagée, tissée par les mains de ceux qui ont creusé, bâti, entretenu. Chaque réservoir devenu opérationnel rappelle que la résilience n'est pas un slogan, mais une pratique quotidienne. Un pays avance quand ses communautés avancent ensemble. La transformation hydrique du Burkina Faso ne se résume plus à un projet technique. Elle s'est imposée comme un langage commun, un marqueur de cohésion qui circule d'un village à l'autre. L'eau, devenue fil conducteur de cette reconstruction, relie désormais les provinces autrefois isolées et redonne un sens concret à l'idée de souveraineté collective. Les gestes quotidiens des communautés, entretenir une digue, régler un débit, partager les usages, façonnent une nouvelle culture de responsabilité partagée. Chaque avancée rappelle qu'un modèle né dans l'urgence peut, avec du temps et de la discipline, devenir un socle durable. Les habitants, qu'ils vivent près des grands réservoirs ou au bout d'un canal secondaire, participent déjà à écrire la suite. Adapter, améliorer, transmettre. Cette dynamique invite à regarder au-delà des infrastructures pour comprendre ce que signifie réellement bâtir un avenir autonome. La discussion reste ouverte. Comment percevez-vous le rôle que peuvent jouer de telles initiatives dans l'évolution des sociétés sahéliennes? Pensez-vous que d'autres pays pourraient engager une trajectoire semblable?